Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où on va voir comment synthétiser puis identifier le principe actif d'un médicament. Alors pour être plus clair, pour fabriquer un médicament, on peut aller chercher le principe actif dans la nature. Prenons l'exemple de l'aspirine ici. Autrefois, cette aspirine était fabriquée à partir de plantes, notamment une plante qu'on appelle la reine des prés, une petite fleur qu'on trouve un petit peu de partout autour de chez nous. Euh, Vous imaginez bien, l'aspirine étant le médicament le plus consommé dans le monde, qu'il serait aujourd'hui délicat de fabriquer cette aspirine à partir d'espèces naturelles. On imagine mal la petite dame ici récolter suffisamment de fleurs de reine des prés pour fabriquer l'aspirine nécessaire à la consommation mondiale. Pour subvenir aux besoins en aspirine de cette population, on ne va pas extraire le principe actif, l'acide acétylsalicylique, à partir d'une plante, mais on le synthétise en laboratoire, ce qui permet d'avoir des coûts de production plus faibles, d'une part, mais surtout d'avoir une production suffisante pour subvenir à la consommation, aux besoins mondiaux en aspirine. Alors, comment fait-on cette synthèse ? Pour faire une synthèse, le principe est à peu près toujours le même. Quand on est en laboratoire, à petite échelle, on va utiliser ce qu'on appelle un montage à reflux. Voici le dispositif. Donc ici, vous avez un support élévateur, qu'on appelle aussi support boil, un chauffe-ballon. Alors on chauffe le mélange réactionnel, puisque ça va accélérer les réactions. On dit que ça va les catalyser. Alors, on pourrait chauffer le montage simplement dans un ballon, ici. Le problème, c'est que, comme on chauffe, il y a de l'évaporation. Et si on avait simplement un bouchon, pour ne pas perdre de réactif, pas perdre de mélange réactionnel par évaporation, il faudrait mettre le bouchon, pour pas perdre des réactifs par évaporation. Le problème, c'est que si on chauffe et qu'on met un bouchon, le bouchon, pouf, il risque de sauter. Alors, pour cela, pour éviter ce problème de pression, on utilise ici ce qu'on appelle une colonne à reflux. Alors, cette colonne à reflux est ouverte sur le haut, et dans cette colonne à reflux, c'est un récipient de verrerie un petit peu particulier, à double paroi, dans lequel il va être possible de faire une circulation d'eau comme ceci. Alors, l'eau arrive par le bas et ressort par le haut, ce qui permet d'avoir la colonne à reflux qui est entièrement remplie d'eau. Alors, le milieu réactionnel, en général, on mélange deux espèces, ici symbolisées par des petits ronds bleus et des petits ronds rouges. Ce sont les deux espèces qui vont réagir ensemble pour produire le principe actif du médicament. Alors, voilà comment ça marche. On chauffe. En chauffant, les molécules s'entrechoquent et réagissent entre elles et vont donner lieu. Alors, d'abord, elles s'évaporent. Et là, si on n'avait pas la colonne à reflux, en s'évaporant, les molécules sortiraient du milieu réactionnel. Mais comme ici, on refroidit grâce à la circulation d'eau froide, ces molécules s'évaporent, puis au contact de la paroi ici froide, vont se recondenser, vont retomber à l'état liquide et retomber donc par gravitation dans le milieu réactionnel. De cette manière-là, on peut chauffer et on ne perd aucun réactif ou produit du milieu réactionnel. Alors la réaction a lieu et va former de nouvelles espèces, ici symbolisées par un petit rond noir et des ronds jaunes. Alors du coup, dans le milieu réactionnel, on peut se retrouver avec 4 espèces chimiques, un petit reste de réactifs et les produits qui sont formés. Alors, admettons que le produit formé soit par exemple un des produits formés, soit par exemple un solide. Et le reste des espèces contenues dans le milieu réactionnel sont des liquides. Pour récupérer ce solide formé, on va par exemple réaliser une filtration. On met ici tout ce qui était contenu dans le ballon de la synthèse dans un filtre ici, avec un petit papier qui est là, un récipient en dessous, et puis hop, on laisse filtrer,
Et ce qui nous intéresse, nous, dans l'exemple cité, c'est le petit solide qu'on va retrouver ici. Le liquide, le filtrat, on pourra le jeter. C'est ce qu'on verra par exemple en TP dans la synthèse de l'aspirine. Alors ici, on a un dispositif de filtration qu'on appelle une filtration sous Büchner. Quel est l'avantage? On relie ici, on a notre petit montage avec un filtre, voilà, un entonnoir, un filtre, le récipient, et puis ici, il y a un petit tuyau dans lequel va se créer une aspiration lorsqu'on relie ce tuyau à un petit dispositif là et au robinet. Alors, lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau coule dans le lavabo, et au passage, ça crée une dépression qui crée ici une aspiration d'air. À quoi ça sert? Tout simplement, l'air qui va être aspiré ici provient de là, de l'entonnoir. Ça va non seulement accélérer la filtration, mais en même temps, ça va permettre de sécher, grossièrement, mais de sécher quand même, le filtrage, la petite partie solide, le mélange à filtrer ici. Ça va donc accélérer la filtration. C'est l'intérêt de la filtration sous Büchner. Alors, une fois qu'on a fabriqué, synthétisé un principe actif, une espèce chimique, il s'agit de l'analyser pour être sûr qu'on a produit la bonne espèce. Alors pour ça, il existe différentes techniques. Celle-ci qu'on appelle la chromatographie sur couche mince. Ici, vous avez un descriptif du dispositif expérimental avec une cuve en verre, un couvercle, un liquide qu'on dépose au fond qui va s'appeler l'éluant, une plaque ici de silice le plus souvent, mais on verra que ça peut être d'autres supports qu'on va appeler la plaque la chromatographie ou la plaque CCM, des petits échantillons qu'on souhaite analyser, et ici, une ligne sur laquelle on va déposer les échantillons. Voilà, ça c'est le type de résultat qu'on peut obtenir. On va détailler cette technique un petit peu plus tard. Il existe d'autres techniques d'analyse, comme la résonance magnétique nucléaire ou le spectre infrarouge, qui seront étudiés en terminale. On peut également utiliser ce qu'on appelle un Banck-Höfler. Alors, chaque espèce chimique a sa propre température d'ébullition. Alors, si on arrive à mesurer la température d'ébullition d'une espèce chimique, on pourra l'identifier. Prenons un exemple, l'éthanol, sa température d'ébullition, c'est 79 degrés. Donc, si vous chauffez un mélange et qu'à 79 degrés, il s'évapore, dans ce cas-là, vous êtes à peu près sûr d'avoir de l'éthanol. Alors, pour faire ce type d'analyse, on utilise un Banck-Höfler. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous avez une échelle graduée avec des températures et on a la possibilité de déplacer l'échantillon ici sur une ligne, sur un banc. Et lorsque l'échantillon s'évapore, on mesure la température en se référant à la graduation qui est ici. Alors, il existe encore beaucoup d'autres techniques pour identifier, la nature d'une espèce, comme notamment son indice de réfraction, sa solubilité, sa masse volumique, mais on ne détaillera pas toutes ces techniques. Alors, revenons à celle qui nous intéresse, celle sur laquelle on va faire un focus, c'est la chromatographie sur couche mince. Comment est-ce que ça fonctionne? Voici donc la cuve, le couvercle, ça c'est l'échantillon de référence, et on a un échantillon à analyser. Alors comment on procède? D'abord, on prend la plaque de chromatographie. On trace au crayon une petite ligne ici, qu'on va appeler la ligne de dépôt, et on y place deux petites croix. Ce sont les endroits où on va déposer les échantillons à analyser. Alors en général, on fait cette petite ligne de dépôt environ à 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi du bas. Ensuite, on récupère les échantillons à analyser avec un petit pic ou ce qu'on appelle une pipette Pasteur. Donc ici, l'échantillon analysé que je veux comparer à un échantillon de référence que je dépose là. On sèche légèrement la plaque pour que les échantillons soient secs. En général, ça se fait avec un sèche-cheveux. Ensuite, on place la plaque dans la cuve où au fond, au préalable, on a versé un petit peu de solvant, un petit peu d'éluant. L'éluant, on le voit pas très bien ici, monte, on dit par capillarité. C'est un peu comme quand vous mettez un morceau de sopalin dans de l'eau. L'eau monte le long du sopalin. C'est le principe de capillarité. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais au passage, nos échantillons ici ont migré, ont monté le long de la plaque. Et, par exemple, ici, l'échantillon à analyser a formé deux petites taches. Une correspond au niveau de sa hauteur à l'échantillon de référence et l'autre ne correspond à aucun échantillon. Alors, qu'est-ce que ça peut nous permettre de conclure? D'une part, que dans l'échantillon analysé, on avait
on a deux espèces, donc l'échantillon analysé est un mélange, et d'autre part, que dans l'échantillon analysé, on retrouve, puisque les deux tâches ont migré à la même hauteur, la même espèce que l'espèce de référence qu'on avait placée ici. Alors, une fois que l'échantillon est analysé, c'est-à-dire que, les tâches ont migré, on sort la plaque de la cuve. Lorsque l'éluant ici est à peu près à 1 cm, 1 cm et demi du haut, et on trace une autre ligne ici, c'est très important, et on fait ça au crayon à papier, qui va s'appeler le front de l'éluant. Ensuite, on va réaliser un certain nombre de mesures. Alors, les mesures à réaliser sont la hauteur qu'il y a entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant, qu'on va appeler grand H, et on va mesurer la hauteur qu'il y a entre la ligne de dépôt et le milieu des tâches, ici. Alors, on fait ça pour chaque tâche. Et bien, ces mesures vont nous permettre de calculer une grandeur caractéristique qu'on appelle le rapport frontal, qu'on calcule en faisant petit h, par exemple ici HA, pour cette tâche, sur grand H, qui se trouve ici. Alors, pour illustrer tout ça, on va voir comment est-ce qu'on peut faire l'analyse des colorants qu'il y a dans un bonbon. Alors, c'est parti. Le bonbon que je veux analyser, c'est celui-ci. On en récupère un échantillon. Et je veux voir si dans ce bonbon, on a par exemple du colorant E210. J'en place un échantillon ici. Et on veut voir si dans cet échantillon, il y a du colorant E120. C'est parti, donc la plaque, ici, la ligne de dépôt, et on a déposé nos trois échantillons. On démarre la chromato, on place ça dans la cuve, on voit le liquide monter par capillarité ici, et on arrête quand on est à peu près 1 cm du haut. On sort la plaque de la cuve, et on trace le front de l'éluant. Alors ici, on peut constater que, effectivement, dans le bonbon analysé, on avait bien du colorant orange E110, puisque les deux tâches sont à la même hauteur. Par contre, ici, on voit que dans ce bonbon, il n'y a pas de colorant E120, puisque les deux tâches ne sont pas à la même hauteur. Par contre, il y a un autre colorant, ici, mais qui n'est pas analysé là. Cette capsule sur la synthèse et l'identification des espèces chimiques s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de compléter le questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!